Chaque photo porte une histoire et chaque histoire nous ramène ici, dans la ville de Fès, qui a vu le début de notre histoire de famille. C'est un lieu chargé de souvenirs, un point de départ qui a façonné notre passé et qui sera plus tard l'épopée de ma mère. À travers ces images, nous allons explorer les moments marquants, les épreuves qui ont jalonné son parcours, révélant ainsi les liens indéfectibles qui unissent notre famille à ce lieu. Alors rejoignez-nous dans ce voyage émouvant à travers le temps, mais surtout les souvenirs. Donc cette année, en fait, en avril 2025, ça va faire exactement 40 ans que j'ai pu m'évader du village à mon père. Et depuis, malgré que ça fait 40 ans, j'arrive pas à oublier, j'ai du mal. Des fois, je fais encore des cauchemars. Des fois, je suis triste, je pleure toute seule quand je repense à plein d'épisodes qui me viennent comme ça, des souvenirs. D'ailleurs, vous me demandez souvent pourquoi tu pleures. Je dis non, c'est rien. Je veux jamais dire. Mais c'est vrai que la cicatrice, elle a du mal à se refermer parce que je me dis quand même, quelque part, on m'a volé mon enfance. On m'a volé plein de choses, mon innocence. J'en ai jamais parlé, j'ai jamais vu de psychologue, j'ai jamais vu de psychiatre, j'ai jamais vu personne en fait pour pouvoir vider mon sac. Je pense que je vais mourir avec en fait. Donc on est dans la ville de Fès, c'est une ville qui me tient à cœur, c'est la ville natale de ma maman. Tout part d'ici. Il faut savoir que moi, mon papa, il est d'origine sénégalaise. Il va venir dans les années 60 faire un petit pèlerinage, on va dire, la Zawiya Tijaniya. De là, il va demander, en fait, il va vouloir se marier. Et il s'avère qu'il avait déjà un ami sénégalais qui vit ici à Fès, qui est marié à une Marocaine, qui a des enfants, qui a une vraie attache à Fès. Et de là, son ami va lui proposer, en fait, il va lui dire qu'il connaissait une fille de bonne famille. Et voilà, comme ça, il va arriver chez les grands-parents, chez ma grand-mère. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont le ramener à la maison, de ce que m'avait raconté ma grand-mère. Ils vont venir demander la main. Ma grand-mère, au début, elle va hésiter, mais par la suite, elle va accepter. Donc, tout de suite après, le mariage, il se fait. Ils font un mariage traditionnel, tout se passe bien. Et au bout de quelques mois, il va emmener maman en France. Et à partir de là, ils vont commencer à vivre leur vie tranquillement. De là, ils vont avoir 4 enfants, dont je fais partie. Je suis la deuxième d'une fratrie de 4. Et tout se passe bien jusqu'au jour où il décide de partir en vacances au Sénégal et il se marie en cachette. Il ne dit rien du tout. Il revient et un jour, il toque à la maison et il vient avec sa deuxième épouse. Sauf qu'à l'époque, déjà, c'était un peu compliqué. Mais il va imposer en fait la deuxième épouse à maman, mais elle ne va pas accepter. Du coup, elle va lui dire, moi, je vais partir, je vais prendre mes enfants et je vais m'occuper de mes enfants et puis toi, tu fais ta vie, quoi. De là, on a pris un appartement, on a déménagé avec maman et on a continué notre scolarité tranquille. Sauf que ce qu'on ne savait pas, c'est que lui, il a pris vraiment une grosse rage par rapport à ça. Et il va décider en fait de faire un plan. Et ce plan, ça va être quoi? Ça va être de lui retirer ses enfants sans qu'elle le sache. Alors, c'était en mai 1978. On était à l'école, donc on se lève comme tous les matins. Maman, elle nous prépare, elle nous emmène, elle nous dépose à l'école avant d'aller au travail. Et ensuite, elle s'en va. Et nous, on est à l'école. À 11h30, on était inscrits à la cantine. Je le précise parce que normalement, on devait manger à la cantine. Mais mon père, il se présente à l'école et il leur dit qu'aujourd'hui, il nous récupère parce qu'il faut savoir que j'étais avec mes 2 petits frères. Il nous récupère parce qu'il voulait nous faire manger chez lui. Donc, à l'époque, c'était pas comme maintenant, on va dire. La directrice, elle n'a pas fait d'opposition. Elle l'a accepté.
Sauf que moi, je l'ai vu arriver en fait avec un ami à lui. Ils étaient deux à l'époque. Et ils nous font monter dans une voiture. On monte dans la voiture et on commence à rouler. Et je commence à comprendre en fait qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais c'est quoi? À l'époque, j'avais que 9 ans. Donc, j'avais pas encore les idées très claires, on va dire. Et on roule jusqu'à arriver à l'aéroport Charles de Gaulle Étoile à Paris. Et de là, quand on passe devant la police, je regarde mes deux petits frères et je leur dis, je pense que notre père nous emmène chez lui au Sénégal. Sauf que j'ai pas la réflexion de crier ou d'alerter ou de faire quoi que ce soit pour expliquer qu'en fait, notre père, il est en train de nous enlever, quoi. Je reste stoïque, je ne sais pas quoi faire. Je regarde les deux petits et je leur dis, on va partir au Sénégal, on va partir au Sénégal. Moi, j'avais peur. Il faut savoir que 9 ans, on ne peut rien faire contre deux hommes, surtout. Et de là, ils nous embarquent et on passe la police, la douane et on monte dans l'avion. Là, j'ai tout de suite compris, en fait, qu'il était en train de nous enlever, qu'il était en train de nous arracher à notre mère. Et que de là, je me suis retournée vers mes deux petits frères, sachant que je ne l'ai pas précisé, l'un avait 7 ans et l'autre 5 ans. Moi, j'avais 9 ans. On voulait crier, en fait, plutôt moi, je voulais crier, mais je n'ai pas osé. J'avais peur, parce que c'est vrai qu'à l'époque, mon père, il me faisait très, très peur. Donc, je n'ai pas eu, en fait, le courage de donner l'alerte. J'ai juste regardé mes petits frères. Et je leur ai dit, je crois qu'ils nous emmènent au Sénégal. 6h30 plus tard, on se retrouve à Dakar. De Dakar, on se retrouve dans une petite ville à côté de Dakar qui s'appelle Saint-Louis. Eux, ils appellent ça Ndar. Et je pense que c'était de la famille proche. On passe la nuit là-bas. Le lendemain matin, on se lève. Et tout ça, il faut que je précise que moi, j'étais en crise. Hein. Je pleurais. J'étais pas bien. Mais bon, je pouvais rien faire. Il nous emmène, il prend une voiture et il nous emmène, on va arriver dans son village natal à lui, qui s'appelle Sinthiou Bamambé. Et donc, c'est au Fouta. Village totalement sans eau, sans électricité, sans rien du tout. Il va falloir maintenant qu'on s'adapte, quoi. Parce que lui, il nous abandonne, il nous laisse et nous, on commence à crier. Quand on le voit repartir, on crie. Non, il ne faut pas nous laisser ici. Emmène-nous, s'il te plaît. Mais rien n'y fait. Il s'en va. Ça se passe très, très mal. Et eux, la seule réponse qu'ils ont, c'est les coups. Il y a pas, ils ne savent pas s'exprimer, sauf c'est que les coups, quoi. Donc, moi, je vais essayer tant bien que mal protéger mes deux petits frères. Parce que, ils étaient petits. Moi, je me considérais un peu plus grande, à 9 ans. Mais malgré ça, je vais quand même essayer de les préserver et de prendre même des coups à leur place, surtout par rapport aux plus petits. J'étais toujours, en fait, je me mettais toujours comme un bouclier. Et puis voilà, on va rester comme ça. On va nous changer tout de suite les vêtements quand on arrive. On va tout de suite, moi, m'enlever. J'ai pas précisé, mais on est parti avec la blouse de l'école. Donc, j'avais encore la blouse de l'école. Donc, on va me la retirer et on va tout de suite m'habiller avec un pagne. On va montrer comment il faut faire. On va mettre le boubou, le tissu traditionnel du Sénégal. Et il va falloir que je m'adapte. Et on va rester comme ça, à se parler avec des signes, des gestes, jusqu'à que on va apprendre en fait la langue, le peul. Alors, la première nuit, c'est simple, ça va être cauchemardesque. Parce qu'on va faire que de pleurer, on va faire que de réclamer notre maman. Et après, j'ai mes tantes qui vont rigoler, j'ai les oncles qui vont ricaner. Ils vont me dire, écoute, sans dire le prénom à maman, elle n'est pas là et elle ne sera jamais là. Et le souci, c'est que le matin, on se lève et le papa, il avait disparu. Il est reparti en France et il nous a laissés. Pas d'au revoir, pas d'adieu, rien du tout. Il nous a posés comme des colis et il est reparti. Et donc, du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je me lève le matin, je vois qu'il n'est plus là. Je vois mes deux petits frères et je me dis, allez, je m'en vais. Et je me rappelle une de mes tantes, qui n'était pas très, très sympathique d'ailleurs,
qui ricanait et qui me disait ben, va. Je disais oui, je m'en vais. Donc je prenais mes 2 petits frères par la main et je sortais en fait de la maison et je commençais à marcher. Je faisais, on va dire, 100-200 mètres et je faisais demi-tour parce qu'en fait, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien du tout. Il faisait 50 degrés. C'était impossible en fait à supporter. Et donc, je revenais à la maison et je pleurais et je disais, moi, je veux ma mère, moi, je veux ma mère. Il me disait, il n'y a pas ta mère, tu n'auras pas ta mère, c'est fini, tu verras plus jamais ta mère. Donc, voilà, j'ai dû m'adapter, c'était difficile. Dans tout ça, j'ai quand même envie de dire qu'on a eu de la chance d'avoir une grand-mère quand même paternelle aimante. C'était la seule qui nous défendait, hein. Sinon, le reste, c'était vraiment que des coups, que des mots vraiment durs à entendre. On est abandonné à notre sort et il va falloir qu'on s'adapte et qu'on devienne en fait comme des bons petits Sénégalais du village. Donc après, on va essayer de s'adapter tant bien que mal, mais ça va être compliqué parce qu'on refuse en fait. On nous impose ça, mais on refuse, mais on n'a pas le choix en même temps. Donc qu'est-ce qui va se passer après? C'est que on va quand même prendre sur nous, on va accepter parce qu'il faut survivre, parce qu'il faut tenir, surtout pour les 2 petits. Et donc on va rester comme ça, comme je le disais, il n'y a pas un jour qui passe où je me dis aujourd'hui je rentre en France, aujourd'hui je rentre en France, aujourd'hui je rentre en France. Mais rien, ni fait. On est abandonné à notre sort, on n'a pas de possibilité on n'a pas d'échappatoire. Le jour où maman elle rentre à la maison après le travail, on lui dit que les enfants ils ont été amenés par son mari. Elle comprend tout de suite. Elle va tout de suite à la police, à la gendarmerie pour signaler l'enlèvement. La police, qu'est-ce qu'ils vont faire? La gendarmerie, ils vont tout de suite contacter l'aéroport Charles de Gaulle et demander est-ce que monsieur Untel est passé à l'aéroport avec des enfants. Elle va avoir malheureusement confirmation comme quoi ce monsieur a bien embarqué avec ses 3 enfants et que l'avion il a déjà décollé depuis au moins 3 heures. De là, elle va rentrer à la maison et elle va pousser un cri strident. Alors, ils vont nous inscrire à l'école, bien entendu, mais il faut savoir que c'est un petit village. Il y avait, dans mes souvenirs, 3 classes, 3 niveaux. Donc, une fois que les 3 niveaux ils étaient passés, en fait, on n'avait pas trop le choix. Et on va quand même y aller à l'école. Moi, je me souviens d'ailleurs que j'étais toujours la première de la classe, avec des très bonnes notes. Le souci, c'est qu'à un moment donné, en fait, il n'y a plus de classe pour moi. Et on va demander à ma famille d'accepter de m'envoyer à Dakar pour suivre ma scolarité. Ils vont totalement refuser. Ils vont dire, il est hors de question qu'elle bouge d'ici, quoi. Donc du coup, j'ai pas pu malheureusement suivre une scolarité, on va dire, normale. Mais j'ai quand même été à l'école pendant 3 ans. Après, qu'est-ce que je fais? On va m'apprendre, bien entendu, à faire à manger. On va m'apprendre à emmener le linge, à le laver dans les rivières aux alentours quand il y a de la pluie, bien entendu. Parce que comme je l'ai précisé au début, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas d'électricité. Donc on allait chercher l'eau au puits avec les bassines sur la tête ou bien des seaux. Et on va nous apprendre en fait à être une femme modèle, quoi. C'est pas, je vais pas généraliser, je parle de ma propre famille, c'est-à-dire la famille à mon père. C'est comme ça qu'on voyait les choses. Je vais le faire tant bien que mal parce que j'ai pas le choix, parce que on me frappe tous les jours, parce que j'ai pas le droit à la parole, j'ai pas le droit de m'exprimer. Je suis une vraie victime dans cette histoire-là. Je dois subir et me taire. Je ne peux pas me rebeller. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accepter. Je vais accepter tout ce qu'on me dit de faire, je vais le faire sans broncher. Alors, il faut que je précise aussi que j'ai eu beaucoup de difficultés parce que comme j'étais claire de peau, on ne m'acceptait pas trop. Et comme ils savaient en plus que ma maman, elle était d'origine arabe et ils n'aiment pas trop ça. Donc, ils n'arrêtaient pas de me dire Tchafar, 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 ça veut dire l'arabe, l'arabe, l'arabe.
Et on m'appelait plus par mon prénom, on m'appelait que Toubak, Toubak, Toubak. Et bon, ben, j'ai fini par assimiler ça aussi, même si ça, quelque part, ça me gênait, mais bon, je pouvais rien faire. Et ce qui va se passer, c'est qu'après, on va quand même se dire, bon, c'est perdu, vous allez rester là, maintenant il va falloir s'adapter, il va falloir ben, apprendre à vivre comme les villageois et accepter en fait le destin. Sauf que moi, j'apprends plus tard, beaucoup plus tard, que maman, elle a alerté les autorités françaises et ils vont envoyer l'armée sénégalaise, des soldats, jusqu'au village pour essayer de nous retrouver. Ils vont arriver au village, sauf que la famille à mon père va être alertée. Ils vont nous prendre, mes deux petits frères et moi-même, ils vont nous enfermer dans des malles. Ils vont nous dire, vous ne respirez pas, vous ne faites pas de bruit, ni rien du tout. Si jamais vous faites quelque chose, en gros, vous êtes mort, quoi. Donc, ils nous ont enfermés dans les malles. Et j'entends les pas des soldats qui crient qui cherchent, qui sont armés, bien entendu, qui cherchent et tout. Malheureusement, ils n'ont pas le réflexe, en fait, d'ouvrir les malles pour voir s'il y avait quelque chose ou si on était dedans. Ils vont rester comme ça à peu près 10-15 minutes à fouiller la maison et ils vont rebrousser chemin et ils vont dire qu'on n'était pas là. Donc, de là, il faut savoir que maman, elle prend tout de suite, comment dirais-je, contact avec le consulat de France à Dakar. Elle va déposer là-bas nos noms, les prénoms, et eux, ils vont faire leur possible, en fait, pour essayer de nous récupérer, mais ils vont jamais réussir. Pourquoi? Parce que c'est un village reculé, parce qu'ils sont solidaires, parce que quand il y a un étranger qui arrive dans le village, ils vont lui sauter dessus. D'ailleurs, c'est ce qui va arriver plus tard dans mon histoire sur mon vécu, c'est ce qui va arriver à ma maman. Elle va se déplacer au bout de 3 ans pour venir nous récupérer, pour essayer de nous récupérer. Sauf que tout le monde va lui tomber dessus. Elle va être vraiment maltraitée par tout le village, y compris ma famille, parce qu'ils ne vont pas accepter. Ils vont lui dire tu n'as rien à faire ici, tu ne récupères pas tes enfants, tu ne fais rien du tout. Ma mère, elle avait quand même de la force, donc elle ne se laissait pas faire. Elle ne connaissait pas du tout le Sénégal, elle n'avait jamais mis les pieds. Elle va quand même prendre son courage à deux mains parce que ça fait déjà 3 ans qu'elle se bat toute seule. Et elle a envie de récupérer ses enfants. Elle a sa maman qui l'aide, paix à son âme. Elle a sa sœur, elle a ses frères qui la soutiennent. Mais elle va prendre son courage à deux mains, elle va prendre un billet, elle va arriver à Dakar. De Dakar, elle va prendre un taxi pour arriver au village. On était dans la maison et on entend des gens crier qui disent oui, il y a une Touba qui est arrivée. Et nous, on ne sait pas en fait. On dit ok. Et d'un seul coup, on voit c'est qui? C'est maman qui arrive. On était tellement soulagés, on était tellement contents. On se dit ça y est, on va être libérés, on va repartir en France, on va continuer notre vie tranquillement et tout. Sauf qu'entre-temps, sa sœur à mon père, elle va envoyer un télégramme en urgence et elle va lui dire la mère des enfants, elle est ici au Sénégal, elle est ici au village. Qu'est-ce qu'il va faire mon père? Il va sauter dans le premier avion et il va arriver, on va dire le lendemain, il était là. Dès qu'il est arrivé, c'était grosse bagarre. Vraiment une grosse bagarre avec maman. Ils sont arrivés au Mans? Ah oui, complètement. Et elle ne s'est pas laissé faire. Hein. Et nous, on pleure, on crie, on a envie de repartir avec notre mère. Lui, il n'est pas d'accord du tout. Tout le village, en fait, même si c'est Hulk, en fait, quand tu as tout un village qui se met contre toi, tu peux malheureusement rien faire. Donc, elle va essayer tant bien que mal de négocier avec mon père. Elle va lui dire, s'il te plaît, ça fait 3 ans que les enfants, ils sont tout seuls. Ça fait 3 ans que je les ai pas vus. Ça fait 3 ans qu'ils vivent, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Et lui, il va dire un non catégorique. Ils vont pas repartir. Sauf qu'elle va tellement pleurer qu'après, il va lui dire, ben, je te donne l'autorisation d'en prendre un. Et de là, elle va choisir celui qui est juste derrière moi parce qu'il faut dire qu'il était malade. Les deux étaient malades. Hein. Ils avaient le ventre bien gonflé, des maladies que je ne saurais pas dire ce que c'était.
elle va le prendre lui et elle va repartir. Et de là, on va couper. Là, tu pries. Même moi, arrête. Ça va. Attends. Je sais pas si je vais pouvoir finir. Ça va? Ouais, ça va. Ça va être dur là de finir. Je me suis toujours demandé comment, à son jeune âge, elle a pu supporter autant d'épreuves, sans jamais perdre l'espoir, et surtout comment elle a trouvé la force de survivre. L'image, en fait, maman qui repart avec mon petit frère, et nous, on reste derrière, et puis voilà, on n'a pas le choix. Et je me dis combien de temps ça va durer encore. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va retourner avec un de mes petits frères, et nous, on va continuer à rester donc au village. Moi, je vais continuer à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Ça y est, maintenant, je commence à oublier quasiment le français. Je ne parle plus, que je gère vraiment la langue du village, du pays. Et mon petit frère, pareil. Et à un moment donné, en fait, il va se passer encore 2 ans avant que mon père y revienne. Et pendant ces 2 ans-là, il faut savoir que ma grand-mère, elle va travailler jour et nuit et elle va le supplier de nous ramener, mon petit frère et moi. Elle va lui donner à chaque fois de l'argent. Elle va lui dire comme ça, quand tu vas, la prochaine fois que tu pars en vacances au Sénégal, je te donne de l'argent. Comme ça, tu peux ramener ma petite fille et mon petit-fils. Il va lui promettre, il va lui dire, il n'y a pas de souci. Il prend à chaque fois l'argent. À chaque fois, il prenait l'argent, il disait, je mets de côté, je mets de côté, et je vais ramener ta petite fille et ton petit-fils. Entre-temps, donc, ce qui va se passer, c'est que arrivent les grandes vacances et on va garder un petit espoir. Là, ça fait déjà 5 ans qu'on est sur place. Ça fait 5 ans qu'on se fait battre. Ça fait 5 ans que personne nous câline. Ça fait 5 ans que personne nous parle avec amour. Ça fait 5 ans que on vit vraiment dans la misère totale. Il va passer ses vacances. Il va nous donner un petit espoir. Sauf qu'à la fin des vacances, surprise, il me dit, je vais emmener ton petit frère et ma demi-sœur. Et il va me dire, toi, j'ai décidé que tu restes là. Tu ne rentreras jamais en France. Et mon cauchemar, il va continuer. Et je vais continuer à espérer tous les jours. J'ai aucun moyen de communication. Et je me dis qu'un jour, peut-être que j'aurai la chance de repartir aussi. Sauf que au bout de quelques temps après que mon père y soit reparti avec mon dernier petit frère qui était resté et ma demi-sœur, on va recevoir un courrier. Il va envoyer un courrier à sa famille. Il va leur dire, le premier qui la demande en mariage, vous lui accordez. Malgré que tu étais mineur. J'étais pas au courant, j'étais mineure, je ne savais pas c'était quoi le mariage, je ne savais rien du tout. Il leur dit, comme ça, sec, le premier qui la demande en mariage, vous lui accordez. Moi, j'ai décidé qu'elle devait mourir là-bas. Donc, moi, je ne suis pas à ce moment au courant de cette lettre-là, je la vois plus tard. Je ne dis rien, je prends sur moi. Et à un moment donné, il va s'avérer que maman, elle va faire une deuxième tentative. Elle va arriver par surprise. Elle va venir me chercher. Elle arrive, elle rentre dans la maison, ils la voient tous, encore pareil. Lui aussi, il va sauter encore dans le premier avion, il va arriver, il va venir la rejoindre. On n'a pas le temps de se sauver. Donc, on espère, elle pleure. Elle lui dit, oui, s'il te plaît, j'ai besoin de récupérer ma fille. Elle est malade, elle est petite, regarde comment elle est, malnutrie. Enfin, plein de choses. Sauf que lui, en fait, pas d'âme à cette époque-là. Donc,
il refuse. J'ai décidé qu'elle va mourir ici. Et maman, elle lève ses mains au ciel. À ce moment-là, elle dit, oh mon Dieu, il a dit qu'il avait décidé qu'elle allait mourir ici. Si c'est ta volonté, pas de souci. Mais si ce n'est pas ta volonté, oh mon Dieu, aide-moi à récupérer ma fille. De là, un de mes oncles va m'emmener chez un marabout réputé du village. Je me rappelle vraiment comme si c'était hier cette image. Ils vont me tirer par la main, ils vont m'emmener, on va rentrer dans la case. Je ne sais pas si tu pourras leur montrer c'est quoi une case, parce que voilà. On va rentrer chez ce marabout-là, il va dire, je veux que tu lui fasses quelque chose tout de suite, je veux qu'elle oublie sa mère, je veux qu'elle oublie sa grand-mère, je veux qu'elle oublie ses oncles, je veux qu'elle oublie sa tante, je veux qu'elle oublie ses frères. Elle doit oublier tout ce qui est famille du côté marocain. Je me souviens comme si c'était hier, et après tu as le marabout qui prend sa petite planche en bois et qui commence en fait à écrire des choses que je ne comprenais pas. Ensuite, il va laver cette planche en bois avec de l'eau. Et il y a de l'eau noire en fait qui va couler dans une bouteille. Et il va la tendre à mon oncle. Il va lui dire, dès que vous rentrez, vous lui faites boire cette eau-là et vous la lavez avec. Donc moi, je suis évidemment en panique. Je reviens, ma mère, elle me regarde. Elle me dit, ils t'ont emmené où? Ils t'ont emmené où? J'essaie de lui expliquer. Je lui dis, chez un marabout. Donc elle prend en panique. Et elle me rentre tout de suite dans la chambre. Elle commence à me lire dessus et tout. Elle me dit, refuse de boire, surtout, refuse de boire. Mais je dis, mais je vais faire comment en fait? Parce que j'avais une de ces tantes qui était super, super méchante. Et s'il fallait me tenir à quatre pour me faire avaler cette potion, j'ai envie de dire, elle n'allait pas se gêner, quoi. Il faut savoir aussi que cet oncle-là, il est un peu spécial parce qu'un jour, il va m'emmener, je me souviens très bien, il va m'envoyer dans le magasin du coin pour me dire, va me chercher des cigarettes. Sauf qu'il n'avait pas d'argent. Il veut que j'aille lui chercher des cigarettes par crédit. Donc moi, je sais pertinemment qu'il a déjà des crédits. J'y vais quand même tant bien que mal. J'arrive, le commerçant, il me voit, il me dit non tout de suite. Donc moi, je repars. Et j'arrive, je lui dis, excuse-moi, oncle, il a dit qu'il ne voulait pas te donner les cigarettes. Alors je me souviens qu'à ce moment-là, il a pris une corde énorme. Il m'a arraché le dos avec la corde. Il m'a fouetté jusqu'au sang. Si bien que le boubou que je portais, il était complètement déchiqueté. Et il faut que je précise que la maison, elle était quand même pleine. Il y avait le grand frère à mon père, il y avait ses sœurs. Il y avait ma grand-mère, mais malheureusement, elle ne pouvait pas s'interposer. Mais personne ne va venir à mon secours. Ça veut dire qu'il va tellement me frapper que je vais perdre connaissance. Je vais complètement m'évanouir et je vais tomber vraiment au sol. Et je vais mettre peut-être plus de 4 mois avant de cicatriser. Oui, exactement. Je vais mettre 4 mois parce que vraiment, les coups, ils étaient énormes. Je pleurais, je suppliais, mais rien n'y faisait. Il avait décidé, comme il n'avait pas ses cigarettes, il devait se déchaîner sur moi. Donc de là, maman, elle est encore là. Ils vont s'énerver sur elle. Ils vont même pas laisser en fait maman dormir à la maison. Elle va passer les nuits dehors, toute seule. Je rappelle qu'il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. Et elle va vivre elle aussi des moments vraiment flippants parce qu'un matin, elle va revenir et elle va me dire, mais comment vous faites pour vivre ici? Elle a vu beaucoup de choses bizarres, elle a entendu beaucoup de choses bizarres dans la nuit. Et elle me dit comme ça, je me souviens, heureusement que je connais le Coran, j'ai pu réciter pour me préserver. Et donc de là, en fait, maman, elle me dit, surtout, essaye de ne pas boire en fait ce qu'ils vont te donner. Et moi, je vais essayer, en fait, ils vont me forcer à le boire. Je vais essayer de boire sans boire, mais malheureusement, j'avale en fait ce qu'ils me donnent. J'ai pas trop le choix. Voilà, on m'impose ceci, donc elle me prend, elle me lit dessus, elle me dit, t'inquiète pas, il va rien se passer, il va rien arriver. Malheureusement, elle va repartir toute seule, parce que mon père, il va refuser que je reparte. Et elle va repartir et de là, c'est là qu'en fait qu'on va recevoir le fameux courrier
le premier qui la demande en mariage, vous lui accordez. Alors, moi, je vais continuer ma vie toute seule. Hein. Là, j'ai à peu près 14 ans. Il va venir un jour, en fait, je suis chez une de mes tantes dans un autre village et on envoie quelqu'un me chercher pour revenir au village de mon père et tout. Et on me dit un matin, c'est la grande sœur à mon père qui vient me voir, qui me dit écoute, tu vas te marier. Ok, je regarde, moi je suis choquée parce que je ne sais pas comment ça je vais me marier. Oui, un tel il t'a demandé, donc tu vas te marier. Mais moi je sais que le un tel en question, il était déjà fiancé à quelqu'un avant de quitter le village. Donc comment ça il va se marier avec moi? Et après, j'ai appris par la suite que la fille qu'il avait demandé en mariage, elle ne voulait plus se marier avec lui. Donc, c'est comme s'il s'est rabattu, en fait, sur moi, quoi. Et après, je vais quand même essayer de m'y opposer. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, il y a ma tante qui va me dire, tu vas pas parler, tu vas pas broncher, tu vas pas faire de vagues, tu vas accepter en gros ton destin. Donc de là passe à peu près une semaine et eux ils préparent le mariage, leur mariage bien entendu. Moi j'étais pas d'accord, hein. Je connaissais le gars ni d'Adam ni d'Ève, mais je vais me retrouver mariée avec lui bon gré mal gré et on va m'emmener chez lui. Ils vont faire leur petite fête et tout et le soir on va m'emmener chez lui et voilà, t'es devenue la femme d'un tel. Je vais me retrouver encore dans une autre maison avec plein de personnes. Et il faut savoir qu'au Sénégal, ils ont un système. Les femmes mariées, en fait, elles doivent faire à manger 2 fois par semaine, chacune à son tour. Donc, moi, il faut savoir qu'à partir du moment où je suis arrivée au Sénégal, je n'ai jamais grandi. Je suis restée toujours à la même taille, c'est-à-dire 1m31 avec 36 kilos. Donc, il fallait faire à manger pour à peu près une vingtaine de personnes. Je suis petite, j'ai pas beaucoup de force, je sais pas comment ça se passe. Et je dois cuisiner avec du feu de bois, les grosses marmites de riz pour une vingtaine de personnes. Et je lutte et j'ai pas d'aide. Et j'essaye de m'en sortir tant bien que mal. À un moment donné, je me rappelle que quand c'était à mon tour de faire à manger, une fois que le mariage est forcé, parce qu'il faut que quand même je précise que c'est un mariage forcé, j'étais pas du tout d'accord, j'étais pas du tout pour. Ça, c'est des choses dont je parlais pas beaucoup, mais ils savent que c'est comme ça que ça se passe, on n'a pas le choix. Je me rappelle un jour, donc il faisait à peu près 50 degrés. C'est à mon tour de cuisiner. Il fait très très chaud et j'ai la grosse marmite. Et j'essaye de tourner en fait le riz pour la cuisson, on va dire. Et je n'y arrive pas. Et j'entends une de mes belles-sœurs qui dit « La pauvre, c'est quand même trop pour elle ». Et il y a l'homme avec qui on me marie qui dit « Laisse-la se démerder ». Comme ça. Laisse-la se démerder. L'épisode de la corde, c'est que ils étaient tellement, en fait, pour moi, c'est pervers. Il y a 50 degrés, ils enterrent la corde, ils la mouillent dans un seau, et ils l'enterrent afin qu'elle puisse bien gonfler. Comme ça, ils sont sûrs que quand ils vont venir me tabasser, il faut que ça fasse mal, quoi. Donc, au-delà de ça, il y a eu un épisode, un matin, je me suis levée, j'étais pas au courant. Et ils vont me faire subir une circoncision. Ils vont ramener une voisine qui pèse à l'époque peut-être 100, 150 kilos, qui va s'asseoir sur moi. Ils vont me faire la circoncision et je vais pousser un cri strident tellement que la douleur, elle était immense. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me suis dit, ça y est, là t'es morte. Là, tu vas mourir. Pas d'anesthésie, pas d'alcool, pas de bétadine, rien du tout. J'ai crié, j'ai juste crié, je disais maman, 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 maman. J'ai crié juste ça, je me rappelle.
Et hop, la dame, elle va venir avec sa lame, elle va faire ce qu'elle a à faire et lève-toi et hop, je vais être malade comme ça pendant plus de 2 mois, j'arrive pas à marcher, c'est infecté, c'est un cauchemar total. Mais c'est des pratiques, donc j'étais obligée de passer par là. Et je vais attendre et je vais me dire peut-être que, est-ce qu'il y a une porte de sortie maintenant que je suis plus chez la famille à mon père. Alors, c'est vrai que c'est un ami à mon père qui était complètement contre le fait que mon père il nous ait enlevés, qu'il nous ait déposés comme ça au Sénégal et qu'il soit reparti. Il était resté, lui, du côté à ma mère. Et il avait vu que, quand il a su en fait qu'elle avait fait 2 tentatives, qu'elle avait échoué, il avait parlé avec elle parce qu'il voyait qu'elle était vraiment triste, elle pleurait beaucoup. Et il lui a promis que quand il repartirait au Sénégal, qu'il ferait tout pour m'emmener jusqu'à Dakar, pour essayer de me sortir de là-bas. Il a dit, il suffit juste en fait qu'elle vienne chez moi au village, et de là, je partirai directement avec elle. Et arrivé à Dakar, je l'emmènerai en fait au consulat de France, comme ça ils peuvent te la renvoyer. On va dire, ils sont situés à peu près à une 50aine de kilomètres, un peu moins. Sauf que je vais aller me rendre chez ce monsieur, juste pour le voir, pour lui dire bonjour, parce que je l'aime beaucoup, parce que je sais qu'il est de mon côté, parce que je sais qu'il a pitié de nous. Sauf qu'on ne va pas me laisser aller tout seul. On va m'imposer en fait 2 belles-sœurs, plus l'homme avec qui j'étais mariée. Ils vont m'accompagner jusqu'à chez ce monsieur. Et quand je vais arriver, le monsieur il va me voir. Et ça faisait à peine peut-être 2 semaines qu'on m'avait mariée. Donc il va reconnaître que j'ai encore la tenue en fait de la jeune mariée. Et il va être désespéré. Mais moi je ne sais pas pourquoi à cet instant-là, je ne sais pas pourquoi il est triste en fait. Il me voit mais il est triste. Donc il nous donne ce qu'il devait nous donner. On repart. Et là il contacte ma mère. Et il dit à ma mère, écoute, ta fille, ils l'ont mariée. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre que je suis mariée. Moi, je vais rester mariée et à un moment donné, l'homme avec qui on m'a mariée, il va partir dans, je pense que c'était en Mozambique, si mes souvenirs sont bons. Il va repartir et moi, je vais me retrouver toute seule. Et là, je me dis que, étant toute seule, j'ai plus mes oncles, j'ai plus mes tantes, j'ai plus les voisins qui étaient tout le temps en train de me surveiller. J'avais une amie qui s'appelait Ramata, avec qui je m'entendais très très bien, mais qui est décédée. Donc ensuite, j'avais une autre amie avec qui aussi je m'entendais bien, qui s'appelait Kumba, mais qu'ils ont marié aussi très tôt, donc qui est partie dans un autre village. Du coup, après, non, j'avais plus d'amis. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais commencer à me poser des questions et à me dire comment je vais faire. Comment je vais faire, comment je vais faire. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que moi, on m'a mariée, mais je n'avais pas encore mes règles. Je peux le dire comme ça. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Un jour, je vais me lever et je vais trouver ça comme ça et je vais me dire, je vais être choquée parce que j'ai pas ma mère, j'ai pas ma tante, j'ai personne pour m'expliquer en fait c'est quoi ce truc. Je vais vivre avec tant bien que mal et tout. Et au bout de 2-3 mois, l'homme avec qui j'étais mariée va revenir. Après, ça va être encore des sévices et tout. Bon, je passe. Il va repartir et de là, je vais tomber malade. Quand je vais tomber malade et je vais me sentir vraiment, vraiment faible, je vais me dire, il va falloir absolument que j'aille voir un médecin. Je demande à aller voir un médecin. Il faut savoir, c'est aussi, on va dire, à une 30aine de kilomètres, le premier dispensaire disponible. Je prends le taxi, je vais faire des examens, je me fais examiner. On me prescrit après une ordonnance, sauf que, évidemment, je n'ai pas les moyens d'acheter les médicaments. Je mets l'ordonnance dans une enveloppe, je mets un timbre et je l'envoie en France à ma mère. Et je lui dis, est-ce que tu peux m'envoyer ces médicaments-là? Tout de suite après, je reçois un télégramme qui vient au village qui dit, rendez-vous tel jour pour parler au téléphone avec ma mère.
Et à ce moment-là, je reprends un taxi, je vais dans le village, la grande poste, on appelle ça. J'attends, le téléphone il sonne. C'est maman qui est au bout du téléphone et elle me dit oui, comment ça va et tout. Et elle me dit écoute, j'ai reçu ta lettre. Elle me dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es enceinte? Donc moi, je ne savais pas à ce moment-là que j'étais enceinte. Après, j'ai dit bah non. Elle me dit bah si, les médicaments en fait que tu m'as envoyés, j'ai été voir le docteur, c'est pour les femmes enceintes. Je lui ai dit donc bah alors peut-être. Alors de là, elle me dit écoute-moi bien, ouvre bien grand tes oreilles. C'est la seule et unique dernière chance que tu as de te sauver. Je vais lui dire comment. Elle va me dire, il faut que tu te débrouilles, que tu trouves une histoire à leur dire et que tu te sauves. Parce que là, maintenant, tu es enceinte. Déjà que toi, tu es bloqué là-bas. Si tu accouches là-bas, déjà que tu n'as pas une santé extraordinaire, tu peux mourir et l'enfant aussi, il peut mourir. À partir du moment où elle m'a dit ça, je ne pensais plus à moi en fait. Je me suis dit dans ma tête, il faut absolument que j'essaye de sauver cet enfant. Et je me dis, il va falloir que tu trouves en fait le courage de fuir. C'est tout de suite, pour moi, je pensais vraiment plus à moi. Hein. Ça y est, moi, ça faisait 7 ans et demi déjà que j'étais dans la misère, dans la galère. Et je me dis, au moins, il faut que j'essaye de sauver cet enfant. Et je vais décider un soir, je vais attendre que maman m'envoie de l'argent. Je vais aller récupérer le mandat et je vais aller voir ma belle famille, ma belle-mère. Et je vais lui dire, je dois retourner à Matam pour voir le médecin à nouveau parce qu'il m'a refixé un rendez-vous. C'est important que j'y aille. Et de là, elle va me dire, pas de souci. Et je vais passer voir ma grand-mère paternelle parce que je l'aimais beaucoup quand même. Et je vais lui dire, je vais partir à Matam pour voir le médecin. Mais je ne reviens pas aujourd'hui, je reviendrai que dans 1 jour ou 2 jours. Je vais dormir chez ma grande tante, c'est-à-dire la grande sœur à mon père qui habitait dans un village à côté de Matam qui s'appelle Ourossogui. Je vais dormir chez elle et je reviendrai dans 2 jours. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je me suis dit dans ma tête, il fallait que j'ai un plan en fait, que j'ai du temps pour me sauver. Et de là, je vais prendre le premier petit taxi qui va m'arrêter directement au village Ourossogui. Pourquoi Ourossogui? Parce que les grands taxis qui partent à Dakar, ils partent de ce village. Sauf que, comme je l'ai dit, ma tante, elle est de Ourossogui. Donc moi, je vais descendre de petit taxi et je vais aller vers les chauffeurs des minibus qui vont vers Dakar. Je vais commencer à négocier avec lui mon départ pour Dakar. Il va me dire, à l'époque, je crois que c'était 5000 CFA. Je vais lui donner tout de suite l'argent. Sauf que pendant que je lui donne l'argent, j'entends derrière mon prénom. Donc je me retourne et je vois c'est le mari à ma tante. Il me dit pourquoi tu parles avec les chauffeurs de Dakar? Je lui dis non, je me suis trompée, je cherche les chauffeurs de Matam parce que je dois aller voir le médecin. Et je tremblais comme une feuille. Et ensuite il me dit ok, j'ai dit mais de toute façon je vais à Matam et je reviens dormir chez vous. Lui il part et je pense qu'il part pour prévenir ma tante. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai tout de suite le réflexe d'aller voir le chauffeur et je lui donne l'argent et je lui dis est-ce que je peux marcher 1 ou 2 kilomètres? Parce que de toute façon, il n'y avait qu'une route, hein. On ne pouvait pas se perdre. Et est-ce que tu peux me récupérer plus loin? Et lui, il va être très sympa, il va me dire oui, il n'y a pas de problème. J'ai dit c'est juste parce que je n'ai pas envie qu'on me voie et tout. Voilà. Et je marche 2 kilomètres et j'attends. J'attends. Il fait au moins 45 degrés. J'attends sous le soleil. J'ai pas d'eau, j'ai rien du tout. Mais je patiente en espérant en fait que il s'est pas foutu de moi, quoi. Je me dis peut-être il a pris l'argent, il va pas s'arrêter, il va pas venir me chercher. Mais au final, j'entends un klaxon et je suis contente à ce moment-là parce qu'il s'est arrêté, il est venu me récupérer. Je saute dans le grand taxi et nous voilà partis pour Dakar. Il faut savoir qu'il y avait à peu près 8 heures de route. On arrive à Dakar à 2 heures du matin, sauf que moi, pareil, j'ai à peine 14 ans et demi, je ne connais personne, je ne sais pas où aller, sauf que dans le minibus, j'ai sympathisé avec mon voisin, c'était un monsieur. Je lui ai dit, je suis désolée, je ne connais personne à Dakar,
j'ai peur, je suis toute seule, est-ce que vous pouvez m'emmener chez vous dormir? Il me dit, moi, je ne peux pas t'emmener chez moi, mais par contre, je peux t'emmener chez ma sœur. La condition, c'est que dès qu'il fait jour, en fait, il faut que tu partes. Je lui ai dit, oui, c'est gentil, moi, dès qu'il fait jour, de toute façon, je sais où je dois aller, donc il n'y a pas de souci. Il m'emmène chez sa sœur, elle m'accueille très très bien, elle me fait une petite place, je m'allonge et j'attends, je dors pas, moi j'attends juste que le jour il se lève pour reprendre donc ma fuite. Et à un moment donné, j'entends l'appel à la prière, je me dis bon, le jour il va pas tarder à se lever. Il se lève, je m'habille, je remercie la dame et je sors et je commence à prendre des bus, des minibus, des taxis, et je leur demande le consulat de France, sauf que, comme je t'ai dit, moi j'avais oublié complètement le français. Donc quand je disais consulat de France, il y en a qui comprenaient restaurant de France, donc ils m'emmenaient dans des restaurants, et je leur disais non, c'est pas ça. Et c'est un vendredi, je me souviens très très bien de ce jour-là, c'était un vendredi 12 avril 1985. Je commence à désespérer, il est presque midi. Je sais qu'après c'est le week-end, donc il faut absolument que j'arrive au consulat de France avant qu'il ferme. On est le vendredi 12 avril 1985. Je sais qu'il faut que j'arrive avant midi, midi et demi, parce qu'après c'est le week-end. Je ne connais personne sur Dakar, je n'ai pas d'argent, j'ai aucun moyen, quoi. Donc je me dis, allez, il faut vraiment que tu recherches, que tu demandes à tout le monde. Et à un moment donné, je prends un bus et il m'arrête devant le consulat. J'arrive au consulat, il y a un garde, évidemment, qui me stoppe. Et je lui dis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai besoin de voir Madame Pézril. Je me rappelle de son nom encore. Il me dit, notez votre nom sur un bout de papier. Il rentre avec mon nom, il me dit attendez ici, et moi je tremblais de tout mon corps. Et d'un seul coup, je vois une Française qui sort en courant. Elle arrive, elle me dit vous êtes mademoiselle un-telle? Je lui dis oui. Elle m'a attrapée par le bras, je m'en rappellerai toujours comme si c'était hier. Elle me rentre dans le consulat et elle ferme le consulat, elle ferme le bureau, elle appelle tout le monde, elle dit que personne ne la dérange. Ensuite, elle appelle son mari aussi qui travaillait dans le consulat. Elle lui dit, écoute, j'ai la petite Untel qui vient d'arriver dans mon bureau. Il me dit, t'es sûr que c'est elle? Il dit, oui, je suis sûr parce que j'ai sa carte d'identité que sa maman m'avait laissée et c'est vraiment elle. De là, ils vont fermer leur bureau. On va sortir par derrière parce que il faut savoir que j'avais beaucoup de familles aussi qui vivaient sur Dakar. Ils vont me mettre un châle sur la tête, ils vont me couvrir. Elle va venir à ma droite, lui à ma gauche. Ils vont m'entourer et ils vont m'emmener chez eux directement. Je me souviens qu'à l'époque, je suis arrivée avec un boubou, avec mes nattes et tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout de suite prendre l'initiative d'ouvrir mes cheveux, de me changer les vêtements, de me donner les vêtements à une de leurs filles, c'est-à-dire chemise, pantalon. Ensuite, ils vont m'emmener dans un photomaton pour me faire tout de suite des photos d'identité. Pourquoi ces photos d'identité? Pour me faire un laissez-passer pour revenir en France. Parce que j'avais pas de passeport, j'avais pas de carte d'identité, j'avais rien du tout. Ils étaient juste au courant qu'il y avait des enfants qui étaient enlevés, qui étaient de nationalité française, nés en France. Mais après, ils n'avaient pas d'autres moyens en fait de nous renvoyer. Moi, je fais les photos d'identité, je patiente 2 jours. Il faut savoir que c'est le week-end, donc ils vont faire plein de démarches, on va dire, entre guillemets. Ils vont quand même pousser les grandes portes pour qu'on puisse me faire le laisser-passer. Et de là, elle va m'acheter un billet avec, bien sûr, le consulat. Et elle va téléphoner en France et elle va appeler à la maison et elle va leur dire dimanche à 23h45 va atterrir l'avion qui part de Dakar pour Paris-Charles de Gaulle et votre fille, elle est dedans. Sauf que quand elle appelle à la maison, maman, elle est au travail. Donc c'est mon petit frère qui répond. Elle lui laisse le message. Et quand maman, elle rentre, mon petit frère, apparemment, il lui aurait dit, voilà, la dame, elle a appelé. Elle a dit que ma sœur, elle arrive dimanche à 23h. Elle était tellement choquée je crois qu'elle l'a frappée parce qu'elle lui a dit, c'est pas des choses
sur lesquelles on peut blaguer. Parce que lui, c'était un blagueur. Donc, elle a dit, c'est pas les choses sur lesquelles on peut blaguer. Et il a pleuré, il a dit non, je te jure. Elle a appelé, elle a dit que le 14 avril à 23h45, l'avion va atterrir et ma sœur, elle est dedans. Ok, elle a tout fait pour essayer de rappeler la dame le samedi, le lendemain. Quand elle l'a eu, la dame, elle lui a confirmé, elle a dit oui, votre fille, elle est avec nous, elle est en sécurité. Demain, on l'emmène dans l'avion, on l'emmène à l'aéroport jusqu'à l'avion et aller juste la récupérer le soir à Charles de Gaulle. Donc, ce qui va se passer, c'est que elle va rien dire, elle est contente. Elle va venir avec ma grand-mère et mon oncle m'accueillir à l'aéroport. Moi, je vais partir, arriver à l'aéroport à Dakar. Je vais entendre encore mon prénom qui va vraiment venir de tous les côtés. On va m'appeler, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et elle me dit, mais tu les connais? Je dis, oui, c'est mes cousins du village. Elle me dit, ne répondez pas. Gardez la tête baissée, ne répondez à aucun moment. Et moi, je tremblais vraiment comme une feuille. J'avais peur. Et ensuite, ils ont décidé quoi? Comme ils avaient évidemment leur passe consulaire, ils m'ont accompagné jusqu'à la douane. Ils m'ont fait passer la douane. Ensuite, elle a regardé un petit peu autour de moi, en fait, les voyageurs. Elle a vu un monsieur qui était quand même une personne de confiance, on va dire. Elle lui dit, est-ce que je peux vous confier cette petite dame jusqu'à Paris? Parce que c'est une personne qui a été enlevée il y a 7 ans et demi. Là, elle repart chez elle, mais il ne faut pas qu'elle soit embêtée par des personnes, en fait. Et c'est avéré d'ailleurs qu'il y avait un ami à mon père dans l'avion qui a fait que de me regarder. Mais j'ai fait style de ne pas le connaître, quoi. Bon, donc, il a dû se dire, ouais, peut-être c'est un sosie. Et donc, je rentre dans l'avion, je respire un coup très fort et je me dis, ouf, ça y est, je rentre enfin à la maison. Le vol, il arrive à Paris. Et je passe la douane, je donne ma feuille, c'est un laissez-passer avec ma photo dessus. Je tremble parce que je me dis, est-ce que ça passe? Parce que moi, j'ai 14 ans à l'époque. Je ne connais pas en fait comment c'est. Est-ce qu'ils vont me dire oui? Est-ce qu'ils vont me dire non? Je me dis, voilà quoi. Je donne la feuille, il me regarde, il fait un tampon, il la garde et il me dit, allez-y. Donc je sors, je suis un peu ébahie, et puis j'entends mon prénom de là-haut. On m'appelle. Je lève ma tête et je vois ma mère. Et j'étais trop contente. Et d'un seul coup, je fais comme ça et je vois ma grand-mère et mon oncle. Après, ils m'ont pris dans les bras, ils m'ont fait un câlin et tout. De là, on a dit, ça y est, libéré. Donc voilà. Et je suis contente. Et puis, je parle pas français, mais c'est pas grave. Je vais apprendre de toute façon. Et ma mère, elle est contente et tout. Et le lendemain, elle décide d'appeler mon père. Parce que, bon, ils étaient séparés, bien entendu. Elle lui dit, j'ai juste une chose à te montrer. Est-ce que tu peux venir à la maison et tout? Il a dit, quand je sors du travail, je viendrai. Donc, moi, j'étais comme ça. Je tremblais vraiment, je tremblais et tout. Je disais, mais quand il va me voir ici, ça y est, je suis morte, il va me tuer, il va m'assassiner. J'étais vraiment en panique totale. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que ma mère, elle m'a dit, comme j'étais vraiment toute plate, on va dire, maigre et petite, elle m'a mise sur son lit, elle m'a couverte et elle a attendu. Mon père, il est venu, il est arrivé, il a dit bonjour. Il était très, très, très souriant. Bonjour tout le monde, ça va? Maison qui l'ont accueilli, ma tante, ça va, tu vas bien et tout? Oui, ça va. Elle est où? On parlait de maman, dans la chambre. Après, elle lui dit, je suis là. Et lui, il arrive et tout, ça va, tu vas bien? Et après, elle lui fait comme ça. Elle lève la couverture. Et j'apparais. Moi, j'apparais, je suis comme ça, tétanisée. J'arrivais pas à bouger. Après, d'un seul coup, c'est comme si tu prends en fait un seau d'eau et tu lui verses sur la tête. Là, il a transpiré, mais vraiment comme j'ai jamais vu quelqu'un transpirer. Il était vraiment en rage totale. Il ne me dit ni bonjour, ni rien. La première phrase qu'il va prononcer, c'est « Rol Nombada Hagartuda France », ce qui veut dire « Comment tu es arrivé ici en France ?» Moi, je vais lui dire, avec l'avion, parce que je suis petite, donc je dis. Ma mère, elle lui dit, écoute, maintenant elle est là, c'est pas ton affaire. Donc il se retourne et il dit à ma mère, c'est normal, toi tu travailles, ta mère elle travaille, donc vous avez les moyens de la ramener. Elle lui dit, écoute, pour une fois, je vais te dire, elle est venue avec 0 centime jusqu'à moi.
Et c'est là qu'elle va lui rappeler sa phrase. Tu avais dit que tu avais décidé qu'elle allait mourir là-bas. Et moi, j'avais demandé au bon Dieu, si c'était son destin, je l'acceptais. Mais si ce n'était pas son destin, aide-moi à récupérer ma fille. Et elle lui a dit, eh ben, ma fille, elle est revenue sans aucun centime. Et de là, il a appelé tout de suite sa femme de l'époque, avec qui il est toujours marié d'ailleurs. Elle est venue aussi me voir et elle me dit, pareil, oui, comment t'as fait pour venir? Et elle, bon, l'homme avec qui on m'avait marié, c'était un peu de sa famille à elle. Oui, mais tu te rends pas compte, c'est la honte, machin. Mais en fait, j'en avais rien à faire à ce moment-là, je m'en foutais. Je tremblais un peu, mais mon grand frère, mes oncles, ils lui ont dit, écoute, là maintenant, t'as plus rien à dire. On arrête là. Maintenant, elle est là. On n'est pas au Sénégal. Tu peux rien faire. Il s'est énervé, il est parti, et puis voilà quoi. Moi, on était en avril 85. Ensuite, j'ai accouché en juillet 1985. Il est venu entre-temps, Non, le père. non, il n'est pas venu. Il va venir 3 ans plus tard. Il va venir 3 ans plus tard. Il ne va pas être du tout compliqué, je ne vais pas mentir. Il va venir avec son frère, son grand frère et ses 2 sœurs qui vivaient en France. Et il va me dire oui, qu'il est venu me récupérer avec son enfant. Ma mère, elle va lui dire, mais est-ce que tu lui as déjà demandé son avis? Est-ce qu'elle voulait être mariée à toi? Donc, elle lui dit, va lui parler. Donc, on se retire dans la chambre. Je lui dis vraiment, sans aucune ambiguïté, je n'ai jamais voulu être mariée et je n'ai jamais accepté d'être mariée. Et lui, il va vraiment être respectueux. Il va me dire, c'est tout ce que je voulais savoir. Il va se lever, il va partir, sauf que son grand frère, il va taper une crise. Il va commencer à dire, oui, comment ça se fait, je n'accepte pas. Ma mère, elle va lui dire, écoute, t'habites au Havre, tes sœurs, ils habitent pas loin de Paris. Est-ce qu'un jour, vous vous êtes posé la question, est-ce que la fille de votre frère, elle avait besoin de couches, elle avait besoin de lait, elle avait besoin de médecin, elle avait besoin de... Ils ont dit non. Alors elle a dit, allez hop, levez-vous, tout le monde dehors. Elle les a tous foutus à la porte et ils sont partis. Et puis voilà, quoi, depuis, j'ai jamais plus eu de nouvelles de cet homme-là. Hein. Et puis voilà, ça s'est arrêté comme ça. Mon retour, il a été ainsi clôturé, on va dire. Et voilà, après, on va dire, je vais redémarrer une deuxième vie après tout cela. Je suis en pleine réflexion parce que c'est vrai que moi j'estime que quelque part, même si c'est mon père, il aurait pu quand même nous demander pardon parce qu'il nous a privés de notre enfance, il nous a privés de notre mère, de notre famille et tout ça pour des questions de culture. Et je trouve ça dommage. Maintenant, c'est vrai que c'est pas pour autant que j'ai coupé définitivement les ponts avec lui, malgré que la plupart des personnes qui connaissent mon histoire me disaient toujours, mais moi, ça m'arriverait, ça, c'est mes parents, même si c'est mes parents, c'est fini, quoi. Donc, moi, je me dis que quelque part, quand même, il y a un bon Dieu quelque part, parce que j'ai pu quand même revenir et j'ai repris une vie à peu près normale. Malgré les traumatismes, malgré la douleur, malgré les cauchemars qui continuent, malgré plein de choses. J'ai toujours gardé ça en moi. Aujourd'hui, si j'ai décidé de m'en parler, est-ce que c'est parce que j'ai envie de me débarrasser un petit peu ou de partager ou bien d'éveiller les consciences? Je ne peux pas te dire, mais en tout cas, je sais que ça va peut-être aider pas mal de personnes pour l'avenir et en espérant que de jours meilleurs sont devant nous. Et puis voilà quoi. La seule chose que je veux ajouter, c'est que est-ce que d'avoir raconté mon histoire, ça va m'aider à oublier? Ça, jamais. C'est, comme je disais, ça va faire 40 ans et puis ça fait 40 ans que j'y pense tous les jours, quoi.
même si on me dit c'est peut-être ton destin, c'était écrit comme ça. Moi, j'estime que on m'a volé mon enfance, juste pour des histoires de culture, parce qu'ils n'avaient pas la même culture, parce que juste il y avait une haine pour faire mal. Il avait décidé de faire ça, mais je trouve ça pas bien du tout, quoi. En espérant que ça n'arrivera plus jamais dans la vie. C'est les traumatismes qui restent marqués à jamais pour moi. Donc j'espère qu'un jour, peut-être, ça va partir. Même si je suis devenue maintenant grand-mère, ben, le traumatisme, il est toujours présent. Parce que des fois, j'y pense, comme je le disais, des fois, c'est des cauchemars, des fois, c'est des images qui reviennent très, très fortes. Et des fois, je pleure en silence, je pleure des fois devant vous. Vous me demandez toujours pourquoi tu pleures, maman. Ben, non, c'est rien, je ne veux pas dire. Bon, ta petite sœur, tu sais comment elle est. Donc, j'évite de tout raconter. Maintenant, bon, ben, elle va quand même écouter, je pense, l'histoire et elle va plus comprendre. Mais là, je vais arrêter là parce que je sens en fait les larmes qui commencent à remonter et ça va être difficile à aller plus loin. Voilà. Bon, moi j'arrête. Ouais, je peux plus là. C'est trop dur. C'est trop dur. Là, je pourrais plus. Je peux plus. C'est fini pour moi là, je pense. Ouais. C'est un chapitre. Voilà. Ouais. On va dire que je le ferme ici. Où ça a commencé. Ouais, exactement. Où ça a commencé. Même après 40 ans, et peu importe le temps qui passe, nos histoires restent avec nous. Et à chaque fois que nous nous en rappelons, c'est comme si nous les revivions. Ce n'est pas une histoire contre quelqu'un, ni un récit d'un pays contre un autre. C'est notre histoire, telle que nous l'avons vécue, telle que nous l'avons portée à travers les années. Entre le Maroc, le Sénégal et la France, entre le départ et le retour, entre la douleur, mais surtout l'amour. La vérité demeure, nous sommes les enfants de cette histoire et nous la portons dans nos cœurs, partout où nous allons.